Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo. Dans la paix auparavant, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entourés, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer. Dans béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Que nous lèvons à notre prospérité pour toujours. Son Excellence, Messieurs les vice-ministres des Congolais à l'étranger, au nom de Son Excellence Antoine Boyamba au Congo, nous allons commencer cette réunion, cette soirée. Nous donnerons la parole à Madame l'ambassadeur pour introduire Son Excellence Monsieur le Ministre. Excellence Monsieur le Ministre, chers compatriotes, c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ici à la présidence. Ce n'est pas la première fois, c'est toujours un honneur d'accueillir une autorité qui vient nous rendre visite. Nous avons été secoués par une situation qui a été très difficile ici pour nous et tous les Congolais. Votre présence parmi nous nous réconforte et nous sommes assurés que vous êtes venus pour nous parler, surtout parler à la communauté qui est venue pour vous rencontrer. Ambassadeur, je tiens à remercier cet accueil. Mes chers compatriotes, je suis venu pas pour faire un discours, je suis
suis venu pour vous écouter, parce que c'est vous qui habitez ici. C'est vous qui avez des problèmes ici, c'est pas moi. Et le chef de l'État m'a envoyé pour vous entendre, savoir exactement ce qui se passe, ce que vous avez comme problème, ou ce que vous avez comme quelque chose de bien aussi, parce qu'il n'y a pas que de mauvaises choses. Mais qu'est-ce que le Congo, notre pays, peut attendre de vous? Et qu'est-ce que aussi vous pouvez attendre du pays, du moins du gouvernement? Donc, la parole est libre. On s'exprime entre nous comme on est, on parle, on se dit des choses. Quelles sont les solutions pour apporter? Parce que moi, je n'habite pas ici. Si je viens avec un discours tout fait, il y a une est-ce qu'il y a une campagne de la parole? Donc, raison pour laquelle je vous donne la parole d'abord et on va faire un véritable dialogue. Chers étudiants, à l'exposé, donc chacun de nous peut parler, peut dire ce qu'il a. Bonsoir, je réponds de Kitoko Mwamba militaire. Je suis étudiant ici à MD University terminale. Je suis en terminale. Lorsque j'ai appris la visite de l'autorité dans notre pays où nous sommes, ça m'a fait plaisir et ça m'a en même temps dit que je peux dire quelque chose par rapport à ce qui reste comme question. Il y a quelque chose dans les années passées qui aujourd'hui a un sens, si vous me permettez de le dire. Dans le domaine intellectuel. Dans le domaine intellectuel, on fait tout nous-mêmes. Il n'y a pas une structure placée pouvant permettre aux jeunes de pouvoir canaliser toute cette masse d'intelligence, toute cette masse de potentiel qu'ils gardent en eux. Tout ça, il n'y en a pas. Et ma question est celle-ci, est-ce que le gouvernement pense au moins à nous orienter? Est-ce que le gouvernement pense au moins à établir des structures qui pourront nous permettre de suivre une ligne qui nous emmènera à terme un but précis? Parce que selon moi, la plus grosse tragédie dans la vie, ce n'est pas la mort, c'est vivre sans objectif. Est-ce un objectif faire de son pas? C'est un idéal, oui, mais ce n'est pas un objectif. Est-ce que le gouvernement pense à nous canaliser? C'est ça, en fait. Ce qui fait qu'on termine les études, on rentre à l'université, on trouve qu'on a des conditions moins bonnes que les générations précédentes. Et on entre dans les grèves, dans les contestations. Conséquence, puisque vous avez parlé de la tyrannie, le pouvoir en place ferme les universités. Une année blanche. L'année d'après, on manifester, on ferme 2, 3 ans, 4 ans. Ce qui fait que vous vous rendez compte qu'entre le temps où vous avez votre diplôme d'État et l'entrée à l'université réelle, il s'est passé 5 ans, vous avez perdu. Mais contrairement à Platon, je me suis dit, pour certains de ma génération, je dis, ok, l'État n'a plus les moyens, ne comptons plus sur l'État là-dessus. Les parents trouvaient les voies et moyens, où c'est l'Inde, moi c'était la France, où on arrive sans bourse d'études. Rien. Et on doit se forger. Et quand on se forge, on se dit je suis congolais. À l'époque, on dit je suis ailleurs. Qu'est-ce que je dois faire pour me rendre utile à la société? Sur le plan international, la société, la vie, telle que Dieu a créée, parce que les frontières, c'est des humains qui ont mis les frontières. Et puis tu te dis, comment est-ce que je pourrais m'en sortir dans cet espace de 2 325 000 km² qu'on appelle le Zaïre à l'époque. Donc je dois faire de très bonnes études. Étant donné que je suis ici, à l'époque, je parle de ça pour mon présent. Je suis ici en France, je suis ailleurs. Comment dois-je me comporter? J'aime bien m'habiller.
Si j'ai un peu d'argent, je peux m'acheter des choses sur Church ou Weston. Mais est-ce que pour autant je dois oublier de faire mes études? Non, je dois faire mes études. Tu fais tes études jusqu'au bout, sans moyen de l'État. Tu les termines et tu dis voilà, je vais prouver à l'État que si j'ai fait des études sans ces moyens à lui, mais maintenant je vais me mettre au service de l'État. Ce que moi j'ai fait depuis 26 ans. C'est aussi l'enfant qui demande à son père que papa, ce que tu n'as pas été capable de faire, pas parce que tu n'as pas de volonté, mais parce que tu n'as pas de moyens. Moi, le fils, je vais y arriver et relever la famille. C'est l'histoire de beaucoup d'entre vous ici, arriver ici par les propres moyens. Mais quand on arrive quelque part, l'Indien qui est ici s'en fiche en fait de savoir que vous étiez venus sans moi. Il dit que eux, leur pays donne de bourse, c'est-à-dire quand un Indien va à l'extérieur, il doit être digne de son pays. Moi, je suis allé à l'extérieur, je dis je devais être digne de mon pays, le Zaïre. Et je pense avoir été à la hauteur. Je ne suis pas le seul, un certain nombre d'entre nous. D'autres aussi sont tombés dans des choses bizarres et ont payé le prix. Ils se sont retrouvés en prison plusieurs fois. Et aujourd'hui, souvent, ce sont eux qui sont devenus des combattants. Quand on allait à la fac, ils disaient la classe n'a pas droit, la classe n'a pas droit, la bâtisse n'a pas droit, la classe n'a pas droit. D'ailleurs, concert, vous avez besoin de concert. Parce qu'ils disaient, oui, il y a un mot l'État n'a rien pour moi. Aujourd'hui, ils commencent eux à parler politique alors qu'ils ne parlent pas politique. La prise en charge est d'abord individuelle. Si chacun, au cas où l'État est défaillant, peut-être c'est votre cas, c'est un débat, je ne vais pas rentrer dedans. Mais si l'État se montre défaillant, dois-je pour autant laisser tomber les voies? C'est comme là où vous vous retrouvez, c'est ce que vous avez fait cet effort. Quand vous avez senti que, par moyen d'étudier au Congo, vous vous êtes débrouillé pour dire voilà, on va l'étudier ailleurs, pas pour venir souffrir ici, mais pour vous dire je vais faire quelque chose et puis une fois que j'aurai obtenu ça, je vais rentrer au pays. En tout cas, moi, à notre époque, quand on rencontrait quelqu'un qui nous disait qu'il était en France depuis 10 ans. C'est comment tu peux faire 10 ans en dehors du Zaïre? On se dit souvent faire des études, ça nous prend 3, 4, 5 ans et qu'on rentre. C'est ce que la plupart d'entre nous avons. Et je vous dis, j'ai tribulé pour arriver là où je suis. Mais il fallait avoir le courage d'avoir le temps. L'État peut faire beaucoup de choses. Mais vous êtes des intellectuels, vous devez aussi vous dire dans quel contexte vit ce pays-là qu'on appelle RDC. Quels sont les moyens que possède la RDC? Vous n'êtes pas des autistes, vous êtes des intellectuels. Combien de fois vous êtes pris au Rwanda, au Burundi, à l'Ouganda ou aux autres? Parce qu'il y a des puissances qui sont au-dessus de nos pays. Vous pensez, ce n'est pas une situation grande, parce qu'un jour parmi vous, il y aura des ministres, parmi vous, il y aura des ambassadeurs, il y aura des directeurs de grandes entreprises parmi vous. Ceux qui le voudront, sachez-le, qu'on ne se lève pas le matin en allant dans le bureau en disant il n'a qu'un pognon pour la congolais. Personne ne pense pas. Peut-être qu'il y en a. Mais en tout cas, ce n'est pas mon cas et ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes que moi je connais. Je m'appelle Cyril Moudilele. Je vais d'abord intervenir sur la question du confrère suite à l'intervention du ministre et aussi après je vais poser ma question. Vous avez dit qu'il n'y a aucun plan ou quelque chose prévu pour ça juste là parce que le pays est en train d'être concentré à ce qui s'est passé à Kisangani. Vous avez soulevé le point, c'était en 2006, il y a déjà 10 ans passés. Donc, c'est vraiment ça. Ma préoccupation, la première est que je pensais que cette journée devrait être débuter par une minute de silence en mémoire de notre confrère Thio ici, mais chose qui n'a pas été faite, désolé. La deuxième préoccupation est que aujourd'hui vous venez, vous me dites non, vous êtes venus nous écouter, c'est bien. Mais ce ministère n'est pas créé aujourd'hui, le ministère a été créé il y a longtemps. Et il y a une machine administrative, c'est qu'il est dit.
vous recevez des rapports de tous les pays, donc de l'Inde aussi, il y a des problèmes qui ne sont pas à écouter aujourd'hui, des problèmes qui se sont déjà déroulés, qui nous attendons de vous. Où êtes-vous avec ces problèmes qu'ils ont toujours tracassé tous les jours? Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons vous raconter ce que nous avons comme problème, mais de vous de nous dire où êtes-vous avec ce que nous avions toujours raconté comme problème et ce que nos confrères qui ont été ici avant nous ont toujours eu comme problème. Je vous remercie, monsieur le ministre. Tout à fait. Il est où? Cyril, je vais parler par le cas. Il y a 182 pays à travers le monde et chaque pays avec sa spécificité. Je ne suis pas ça, ni moi ni les autres ne sont pas ça. Chaque pays, les gens vivent des spécificités. C'est dans vous aussi, voilà. La raison pour laquelle j'avais dit je ne commence pas. Aussi les problèmes que vous comprenez, que moi je ne comprends pas. Voilà ce que nous rencontrons. Si je dis que, simplement comme ça, dans un pays comme la Belgique ou la France, si tu ne vois pas que la police t'attaque, on vient dans l'ambassade, demande, parce qu'elle te met dans la queue. Ici en Inde, j'ai le cours le temps. On doit te faire payer des amendes, de ceci, de cela. Tu risques même qu'on te mette encore en prison. Et c'est vrai que moi j'ai appelé la double peine. Ça, je ne savais pas. Et les gens qui habitent ici me disent, tu peux aller ici. Comment voulez-vous que je règle le problème si je me réfère à ce que j'ai connu moi seulement, sans connaître les spécificités ici? Il faut être responsable. Ne pas toujours jeter tout sur l'autre. Parce qu'ils sont vraiment hasardés. Des fois que tu passes là, habillé, toujours le même discours. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Je n'ai pas dit qu'on n'a pas de solution, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on est venu nous entendre parce que. Et on va vous dire ce que nous, on a fait et on a fait. Je réponds au nom de Walter Sibu. Je représente les Congolais de Delhi Anti. Vous avez eu les doléances de Congolais de Delhi ou de l'Inde, je ne sais pas. Vous nous avez promis que vous allez donner des solutions. Aujourd'hui, que nous avons cette opportunité de vous revoir, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que réellement vous avez apporté comme solution par rapport aux doléances que vous avez reçues en deuxièmement, vous avez appris par rapport aux discriminations qu'il y a et au racisme, c'est pas ici en Inde. Merci à son excellence pour le soutien au feu Olivier. Mais Olivier, peut-être, il n'est pas le premier, peut-être qu'il n'est pas le dernier. Ce que nous cherchons, c'est qu'il y ait une solution définitive par rapport à cela. Je ne sais pas, avec votre autorité en tant que ministre, si vous pouvez nous aider pour que les choses par un plus puissent se répéter. Troisièmement, c'est par rapport aux Congolais qui sont dans l'illégalité des passeports et des visas. Ces gens-là, on ne sait pas, ils ne savent pas comment s'y prendre parce qu'ils ne savent pas quitter le pays. Où vous avez apporté des solutions, je vous ai entendu parler du Maroc et nous espérons que ce sera aussi la même chose pour nous ici. Si vous parliez des hôpitaux et des agences qui sont en train de venir tromper au pays les étudiants congolais en donnant des fausses identités des universités. Donc, nos frères congolais arrivent ici, ils sont dans des universités où ils ne connaissent personne et la réalité des choses est différente. Ils ne savent ni où aller pour se reposer ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ces agences-là? Et les malades qui viennent ici, ils sont trompés. Parfois, certains d'entre eux meurent ici en Inde. Mais qu'est-ce que vous prévoyez pour ces gens-là? Merci. J'ai dit ici il y a quelque temps, j'étais venu voir l'invitation des universités. Parce qu'on avait tout entendu.
Et ces filières sont même nourries dans le monde. Vous savez aussi bien. Et on a fait 3-4 villes, 3-4 provinces sur ce pays qui se passe. Et nous sommes rentrés au Congo. Dans la gestion de l'État, les choses ne se disent pas sur un patron d'achat. Il y a des procédures. On lance aujourd'hui des procédures. On ne peut pas poser des actes qui ne répondent pas à la loi. Et même si on veut mettre les choses, il faut qu'elles soient fortes. Il y a la question des Congolais de l'étranger qui est là, dont le rôle est de canaliser. Cette maison, elle est là, mais elle n'a pas de fondement juridique. Le ministre titulaire de Manjibana a pris le dossier. Et maintenant, nous sommes sur le plan législatif. Vous savez, les sessions. Pour donner une base juridique. Alors, cette maison-là, un des erreurs, c'est quoi? On place ça d'abord dans tous nos ambassades. Ça sera à peu près l'équivalent du service culturel. Voici ce qu'il faut faire. On rajoute, voici ce qu'il ne faut pas faire. Parce que souvent, c'est ce qu'il ne faut pas faire pour qu'il y ait des problèmes. Moi, en arrivant ici, c'est ma deuxième visite, je me suis rendu compte qu'une femme qui n'est pas la tienne peut le serrer la main. Donc, comme ça. Ça peut paraître banal. Mais un Indien te voit toucher une Indienne. Par la jalousie, peut te tuer. Il ne nous respecte. Donc, ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de rendre ça radical. Mais le plus important pour ça, c'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous. Pourquoi est-ce que dans la maison de ton père t'a dit tu ne peux pas toucher ça, tu ne peux pas rentrer dans tes chambres. Et quand tu vas chez ta tante, tu commences à te mettre des pieds sur la table. La mise en place de la nouvelle carte consulaire biométrique. L'Inde ne prend pas de nationalité, donc ça ne concerne moi. Vous êtes tous des Congolais à 100%, donc ça ne pose pas de problème. Concernant vous qui habitez ici, avec Madame l'ambassadeur, qui nous envoie chaque fois des rapports. Et nous voyons, il y a le directeur Asie ici, il y a le chef de Asie ici, lui s'occupe de l'Inde, en train de voir avec le gouvernement indien ce qu'on appelle la réciprocité. Moi j'ai posé des questions, je dis mais pourquoi est-ce que nos étudiants n'ont pas de stage en Inde? Il faut ouvrir ça. Ça c'est une discussion. On ne peut pas imposer aux Indiens, faites ici. C'est leur souveraineté. Mais on peut leur dire, s'il n'y a pas de Congolais qui peuvent travailler en Inde, il n'y a pas d'Indiens non plus qui peuvent travailler au Congo. C'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Et comme ils ont plus d'intérêt chez nous que nous, donc on va finir sur des discussions par ouvrir cette marge pour que demain, vous terminez vos études, vous pouvez faire un stage, je ne sais pas, c'est un pays émergent, donc il y a beaucoup de place pour les enfants, vous pouvez faire. Ce sont des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Normalement, je ne dois pas dire ce que je suis en train de vous dire, mais parce que moi, il me posait la question, parce que nous sommes dans un cadre de discussion, madame l'ambassadeur, tout le matin, quand elle va dans son bureau, elle travaille là-dessus, avec les autorités indiennes, et nous aussi, au niveau de tout ça, on nous fait rapport, on continue les discussions d'État à État. La direction Asie veille là-dessus pour qu'on voit. Le problème des visas, on ne nous donne pas, on ne nous donne pas. On expulse, on expulse. Et sachez-le, beaucoup d'Indiens se font expulser. Et maintenant, je suis en train de voir le problème de les Indiens qui travaillent chez nous dans les emplois non qualifiés. On va dire aux autorités, on va y aller, il faut qu'ils quittent. Voilà. Comme tout ça. Vous avez pris contact avec les joint sécurité pour parler de cette situation. Je leur ai dit, il y a nos compatriotes qui sont ici, qui se retrouvent comme dans une prison verte. Il y en a qui ont fini leurs études, ceux qui ont réellement étudié, et qui sont restés, croyant qu'à partir d'ici, parce qu'il faut que nous se dise la vérité, croyant qu'à partir d'ici, il peut trouver les moyens d'aller en Europe. Une année, 2 ans, 3 ans, et retrouver dans une situation de séjour illégal. Vous ne savez pas partir parce qu'il faut passer par FARAO. FARAO, ça veut dire des amendes.
Et des fois, si on vous contrôle, on vous arrête, c'est la case prison. J'avais expliqué tout cela au jeune secrétaire. Je vais passer le message. Parce qu'on s'était parlé avec lui, il m'a dit, on peut vous aider, faites-nous une liste des étudiants qui sont overstay. Comme ça, nous, on peut voir avec le ministère de l'Intérieur comment faciliter leur régularisation afin qu'ils puissent sortir tranquillement du pays. Parce que quand on vous arrête, c'est un délit ici, passible de plusieurs années en prison, vous le savez. Nous avons des cas parmi nous qui ont été arrêtés et qui ne peuvent plus sortir jusqu'à ce qu'ils soient jugés. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans avant qu'ils soient jugés pour être déclarés libres ou pas de sortir du pays. Monsieur le vice-ministre, Excellence Madame l'ambassadeur, pour commencer, d'abord, je voudrais vous remercier. Je remercie d'abord la République démocratique du Congo parce que, au moins aujourd'hui, nous avons un responsable devant une mère. Aujourd'hui, je suis contre les gens qui disent et si ça, à ton arrêter. Parce que aujourd'hui, grâce à notre ambassadeur et à notre maman Brigitte qui nous soutient à chaque moment, qui nous assiste, nous avons au moins maintenant confiance à l'ambassade. Je suis allé un peu trop vite, je veux me présenter, je suis Rodi Bezo, le porte-parole de la communauté congolaise. J'allais vous parler en réalité de ce qui se passe ici en Inde, s'il faut que j'en parle en grosso modo. Nous étudions ici en Inde. Nous sommes victimes des choses que nous ne connaissons pas. Pourquoi? Il y a des gens qui sont venus ici en Inde avec un visa d'études, qui sont aujourd'hui des pasteurs, des hommes d'affaires et j'en passe. À cause de ces personnes-là, nous voici maintenant affichés comme si c'était nous les étudiants qui fait le mal ici en Inde. S'il faudra parler de la situation qui se passe à Djalanda, nous avons eu des contacts avec les amis de Djalanda qui nous ont expliqué le même dossier. Parlons d'abord du racisme, que tout le monde connaît, que l'Inde est un pays où il y a un taux élevé du racisme. Monsieur le ministre, je voudrais vous dire une chose. Lorsque un Indien va au Congo, il peut faire tout ce qu'il veut. Il se sent à l'aise. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays hospitalier. Pourquoi nous, Congolais, ici en Inde, nous subissons ces genres d'attitudes vers les Indiens? Vous avez répondu à ça, que c'est un pays qui est en voie de développement, je ne sais pas, en voie de... C'est pour eux la première fois de voir un étranger dans leur pays. Mais, monsieur le vice-président, monsieur le vice-ministre, je crois que nous n'avons pas commencé à venir en Inde qu'en 2016 ou en 2015 ou en 2013. Il y a eu des Congolais avant nous. Et avant ces Congolais, il y avait aussi des Congolais. De preuve, notre ambassade était déjà là avant. Est-ce vrai que jusqu'à présent, ces Indiens, c'est pour la première fois de voir un noir devant eux? Ça, c'est une question. Vous nous demandez pourquoi nous sortons toujours le soir. Nous sommes dans un pays où nous sommes venus par la force de nos parents. C'est vrai que vous n'allez pas comprendre ce qui se passe ici. Mais je veux vous dire, quand vous êtes chez vous, à 22h, il y a des universités qui finissent comme Stratford, des fois, ils finissent les cours à 19h. 19h, 20h, vous pouvez même arriver à 22h. Un étudiant comme ça qui rentre chez lui à la maison veut essayer d'ouvrir son gaz et que son gaz est fini à 22h. Pensez-vous que cet étudiant-là ne peut pas descendre aller chercher à manger?
Nous sommes dans un pays où nous dormons très difficilement. Pourquoi? Et surtout cette période où il y a une chaleur de 49 degrés, 48 et 47 degrés. Il peut y arriver même que vous manquez de l'eau à boire. Je ne sais pas si je dois répondre. Parce que dans tout ce que vous avez dit tout le contrôle. Vous avez dénoncé, vous avez aussi donné des solutions. L'ambassadeur, on a l'ambassadeur extraordinaire, en même temps, rien ne se fait à l'ambassade. L'autre côté, vous dites qu'il faut ceci, il y a plusieurs associations que les Congolais ne s'entendent pas. Si vous ne vous entendez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez dit beaucoup de choses. C'est ça la qualité pour un juge entendre et dire ça. Et c'est ça aussi le défaut pour l'avocat de voir son client en train de dire que le contraire de Dieu. Ce qu'on voulait le faire. Je me répète. J'ai dit ceci. Les faits précèdent la loi. Les individus créent la société. La première fois j'ai mis les pieds à Lyon, à Manhattan, je vois tout ça. Et tu vois, c'est tout. Oh là, elle est grande, et puis à côté, il y a un qui est plus grand. C'est quoi? C'est que chaque Américain, dont Donald Trump, le papa, pas l'actuel candidat, mais son père, les Rockefeller qui occupent presque la moitié de Manhattan. Moi, j'ai dit certaines. Il y avait une concurrence effrénée. Chacun se disait, moi je vais construire la plus haute tour de Manhattan. Et il disait sa tour, 85 étages. Chez l'autre, il disait, mais moi je vais montrer la tour la plus importante, 86 étages. Et ainsi de suite. Et l'autre disait, non, il faut pas aller en hauteur, moi je vais faire quelque chose. Et ainsi de suite. Et ça crée Manhattan. Si vous demandez l'État américain payer combien ici pour que Manhattan soit sécuré, on dira 0 francs. Tout ce que l'État américain fait, c'est de mettre la police. Tout ce qui ça, ce sont des privés. Si je suis en train de vous dire des choses, vous êtes en train parfois d'être d'accord, en même temps de vous contredire. Ce sont les individus qui constituent l'État. Quelqu'un, le premier a parlé de Platon en disant, si ça ne se fait pas, ça se prenne en charge. Se prendre en charge ne veut pas forcément dire remplacer le régime. Se prendre en charge, prendre ses responsabilités, ce n'est pas forcément dire je veux remplacer le régime. Prendre ses responsabilités, c'est comme moi, Antoine Boyama. Je n'ai jamais été boursier de l'État congolais. J'ai pris mes responsabilités en étant en France, la petite Caillou, j'étudie, j'ai des diplômes, 3e cycle. Et j'ai travaillé en France, je suis arrivé chez Laos, j'ai été directeur adjoint, le premier noir, le premier africain, le premier noir à directeur adjoint chez Laos. Et puis à un moment, j'ai dit, qu'est-ce que je fous là? La personne qui est arrivée, mon sang, c'était ma mère. Je m'amène en Europe. Avec toute la famille, on va à Deauville, au bord de la plage, tout est beau, merveilleux. Et puis ma mère me dit, mais yo, on va dans le salon. Je travaille. Si je ne travaille pas, je vais pas tout ça. La conscientisation. C'est bien beau d'avoir cette voiture ici à Paris. C'est bien beau de nous amener à Deauville. Mais moi, j'aimerais que tu m'amènes nager sur le fleuve au Roi-Dissala, ou à Bumba, ou à Calais, ou au bord du lac de Tanganyika, l'Académie, pour apprendre. C'est la conscientisation de chacun d'entre nous. Avant que l'État se... Voilà. Le gouvernement nous fournit. Nous sommes des défaillants. Nous, vous êtes des Congolais. Réveillez-nous en apportant aussi des solutions. C'est pourquoi on parle de l'opposition. Vous allez voir en France, on dit nous allons faire des contre-projets au projet initié par le gouvernement. Mais chez nous, on dit voilà, Kabila dégage.
Ok, cabinet national, aujourd'hui, nous sommes le 20 juin. Il dit, mes chers compatriotes, j'ai souvent entendu que je dois dégager. Je dégage. Mais la position dit que dans l'intervention, c'est qu'il faut que les élections fassent. On doit respecter la Constitution. Je dégage à l'intervention, on doit faire les élections. Nous sommes camarades.